Alors, on s'est arrêté à l'exercice 5 du deuxième TD. On a fait les premiers 4 exercices de cette série. Aujourd'hui, on va terminer cette série 2, essayer de rentrer dans la troisième série qui parle du DNS et DSC. Alors, à l'exercice 5, vous avez la taille moyenne d'un message SNMP étant supposée de 100 octets. Alors, on vous demande, avant, quelle est l'influence de la consommation de 100 objets SNMP à travers un lien WAN si la période de pooling est fixée de 10 secondes et que le débit du lien est de 64 kilobits par seconde. Déjà, on va avoir des renseignements à tirer de ces deux lignes ou ces trois lignes. La première, c'est que on a premièrement la taille moyenne d'un seul message qui est de 100 octets. Alors, on vous demande l'influence, c'est-à-dire en matière de pourcentage, et l'influence veut dire l'occupation du canal. Alors, l'influence de la consommation de 100 objets SNMP, à travers un lien WAN, peu importe le lien qui est, WAN, LAN, comme vous voulez, ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est le débit du transfert et la période de pooling. Alors, la période de pooling, c'est la période d'attente ou le temps de retard. On a ici un temps de retard ou un temps de transmission qui est de 10 secondes. C'est le temps depuis l'envoi de la requête jusqu'à l'arrivée, ou bien on peut l'appeler aussi la latence. Alors, et on aura le débit de ce lien qui est 64 kilobits par seconde. Tout ça veut dire que, est-ce que je vais consommer la totalité de 64 kilobits par seconde, qui représente mes 100%, ou bien je vais avoir un pourcentage qui va être inférieur à 100%. C'est ce qu'on va calculer. Alors déjà, avant, on doit déjà avoir le nombre de données à transférer. C'est la première des choses à calculer. Après, on va calculer l'influence sous forme de pourcentage en utilisant la règle de 3. Alors, déjà, on va calculer déjà le nombre de sollicitations ou bien le nombre de données à transmettre ou le débit de la transmission, c'est-à-dire le débit nécessaire pour transférer ces 100 objets sur notre canal de transmission. Alors déjà, on a 100 objets et chacun de ces 100 va prendre 10 secondes. Chaque objet aura 10 secondes, ce qui correspond à 10 sollicitations par seconde. C'est-à-dire, je vais avoir 10 sollicitations par seconde. Et dans ces conditions, on va calculer le volume à transférer. On a 100 multiplié par 8 et multiplié par mes 10. Alors, 8, c'est pour aller, on revient à l'énoncé. On a 100 objets. Et chaque objet aura, ou le message, ou chaque message aura 100 octets, c'est-à-dire si je vais les transférer ou faire la conversion vers les bits, je dois directement aller vers... Alors, si je vais faire la conversion, je vais convertir mes octets parce que le débit, il est en bits. Je dois convertir en multipliant par 8. Et ça, c'est multiplié par 10 parce que je vais avoir la période qui est de 10 secondes. Alors, je vais obtenir 8000 bits par seconde, ce qui correspond à 8 kilobits par seconde. Ça correspond à 8 kilobits par seconde. Et 8 kilobits par seconde veut dire que je vais
utiliser une règle de 3. Ça, c'est 8 kilos par seconde. Et ces 8 kilos, je vais les comparer par rapport à 64 bits pour calculer l'influence. C'est-à-dire, ces 8 kilos vont correspondre à X et mes 64 kilobits par seconde, ils vont correspondre à 100%. Alors, et là, je peux calculer mon X qui représente l'influence ou bien l'occupation du canal de transmission par rapport au débit total. Et on va trouver 12,5% de ses capacités de transfert. Est-ce que c'est clair pour cet exercice? D'accord. Alors, maintenant, on passe à l'exercice 6 ou le dernier exercice de la série, qui représente une trame SNMP, une trame Ethernet SNMP, et on va essayer de la décortiquer. Alors, un analyseur de protocole a relevé les traces suivantes. Il s'agit d'une trace Ethernet contenant une requête SNMP. Et vous avez la trame qui a été capturée par notre analyseur et vous avez le code qui va avec. Et on vous demande de décoder cette trame et analyser les champs de la SNMP PDU transportée. C'est-à-dire qu'on va décoder tous les champs de la trame et aussi on va essayer d'avoir tous les caractéristiques de cette trame. Alors, vous avez aussi des règles de codage. Vous avez des règles à suivre en matière de codage. Là, vous avez les PDU type. Vous avez des messages qui concernent la MIB. 0 pour MIB 1. Vous avez la longueur des mots de passe. Vous avez aussi les sollicitations, comment faire les requêtes et les ID des sollicitations. Et vous n'avez pas d'erreur ici parce qu'on a indiqué que le error statue est toujours à 0, c'est-à-dire que cette trame a été interceptée par le destinataire. Alors, on va commencer déjà par la façon générale de faire une trame SNMP, c'est-à-dire ce schéma. Alors, on aura ce schéma qui va représenter la structure de base d'une trame SNMP. Et en général, ce n'est pas uniquement une trame SNMP, mais c'est une trame Ethernet. Toute trame Ethernet aura cette configuration, aura ces champs et aura cette morphologie. On aura un espace en haut réservé à la requête SNMP. Puis on aura les en-têtes réservées pour le protocole TCP/IP. On aura 20 octets pour le TCP et 20 autres pour le IP. Ce sont les deux protocoles de base. Bien sûr, je suis ici dans l'encapsulation des données. Je vais avoir une encapsulation des données. À chaque fois, je vais avoir à ajouter des en-têtes. Alors, autre chose, on va avoir dans la dernière couche, ou bien dans la couche de base, on va avoir notre donnée accompagnée de l'adresse source qui est codée sur 6 octets, l'adresse de destination, un bourrage éventuel, si on aura des bourrages, et on aura 4 octets réservés pour le FCS. Ça, c'est ce que vous avez fait en licence avec les réseaux Ethernet.
vous aurez toutes les réseaux Ethernet vont avoir cette structure de base concernant la trame. Et comme on a précisé que ça, c'est une trame Ethernet dans l'énoncé, alors on va adopter cette configuration pour décoder notre trame SNP. Alors, on va commencer déjà par le décodage des entêtes. Alors, le premier décodage, on va avoir le décodage de l'entête MAC, qui représente déjà le début des zéros, c'est-à-dire ce que vous avez ici. Alors, ces zéros, ou la première ligne, correspond à l'adresse IP, à l'adresse MAC, pardon, de la transmission. Et avec cette adresse, on va avoir un protocole qui va avec. On va avoir un code qui va avec le protocole. Alors, le protocole, c'est bien évidemment le protocole IP, parce qu'on va indiquer un numéro de port, qui est le port 0800, c'est le port utilisé par le protocole IP. C'est pour cela qu'on va avoir le décodage des entêtes MAC avec le protocole qui va. Alors, vous avez ici le décodage des entêtes TCP/IP. Et là, on est ici. On est avec ces deux configurations, c'est-à-dire le décodage des entêtes TCP/IP qui vont prendre 20 octets chacun. Et là, vous allez avoir ces types de décodage en matière de TCP/IP. Et tout ce qui est en italique, ça représente l'entête du protocole IP. Et on considère ici qu'on est dans un protocole IPv4. C'est par rapport à la longueur de la trame, qui représente 45 octets en premier. Alors, on va passer au décodage du champ de données, c'est-à-dire, après avoir vu les adresses MAC, c'est-à-dire C2, et les deux entêtes qui représentent les TCP/IP, on va s'intéresser au champ de données et décoder les données. Alors, notre champ de données, il va être réparti selon cette configuration, ou de la manière suivante, selon une arborescence de cette manière. Alors, on va essayer de décortiquer ça sur un tableau qui va représenter où chaque représentation, ou chaque ensemble de données aura une signification bien précise. Alors, commençons déjà. Bon, je vais donner quelques exemples pour ne pas trop expliquer, parce que vous avez une indication pour chaque ensemble de données. Alors, si vous avez par exemple le premier, avec les 30-28, ça représente le premier octet qui indique le type 0 x 30, soit en binaire 0, 0, 1, etc. Il s'agit d'un type de la famille universelle. Les deux premiers bits à 0 construit, le troisième bit est à 1, et de type séquence. Et tout cela, c'est pour dire que je suis sur la longueur de la séquence qui a été utilisée. Alors, le deuxième, c'est le type de la version. C'est-à-dire, si je suis sur la version, alors, 02, 01, 00, ça représente la version SNMP qui est ici A1. C'est la première version SNMP. Alors, les autres champs, vous avez chacun qui aura sa propre signification. Comme par exemple ici, vous allez avoir
un champ qui est destiné à faire le error statue, qui est ici à 0. Et vous pouvez avoir tous les champs avec leur signification, chacun à part. Et ça représente le champ de données qui va représenter tout ce qu'on a eu sur le protocole SNMP, c'est-à-dire l'error statue, tout ce qui est en matière de paramètres utilisés, c'est-à-dire les commandes utilisées, est-ce qu'on est en présence d'une réponse ou bien d'une requête. Tout ça, vous allez le trouver avec ce tableau qui va vous expliquer tous les champs de la trame. Aussi, vous allez avoir cette signification comme dernier exemple pour vous dire que cette signification va vous indiquer le OID du système, de l'objet qui est sollicité. D'ici, avec cette opération, on peut calculer, on peut tirer le OID du chemin. Et comme on s'est fixé, chaque objet aura un OID bien spécifique. Et là, si je vais avoir ce champ, cet avant-dernier champ, qui va me représenter le OID de l'objet sollicité. Parce qu'on s'est dit que chaque objet aura un OID bien spécifique dans notre MIB, et il est spécifié par des numéros hiérarchiques. De cette façon, on peut les tirer depuis cette configuration. Alors, est-ce que c'est clair? Avant de passer vers la troisième série. Est-ce que c'est clair? Allô, allô? D'accord. Alors, on a fini avec cette deuxième série qui parlait du protocole SNMP. On va maintenant passer à la troisième série qui parle du DNS et DSC. On va essayer de faire au moins le premier exercice. Alors, dans cet exercice, on vous demande de répondre par vrai ou faux aux assertions suivantes en justifiant votre réponse. Premièrement, un serveur DNS secondaire est utilisé seulement en cas de panne du serveur DNS primaire. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? La première, est-ce que c'est vrai ou faux? On a un serveur DNS secondaire. Est-ce qu'il est utilisé uniquement en cas de panne ou bien il est utilisé pour d'autres... c'est vrai. Pourquoi? Si vous allez me dire vrai, vous allez justifier. Alors, pour moi, ce n'est pas vrai, c'est faux. À cause d'un seul mot qui est le mot seulement. C'est-à-dire quoi seulement? C'est-à-dire que c'est la seule fonctionnalité qui est utilisée par le serveur DNS secondaire. Certainement, bien sûr, le DNS secondaire ou le serveur DNS secondaire, il peut pallier le serveur DNS primaire en cas de panne. Ça, on est d'accord là-dessus, mais ce n'est pas la seule fonctionnalité utilisée. Ce n'est pas seulement ça, mais on peut avoir une autre fonctionnalité, c'est avoir déjà à répartir les utilisateurs sur des serveurs, c'est-à-dire limiter la charge
sur un serveur primaire et avoir plusieurs serveurs secondaires qui vont pallier ce serveur en matière de charge. Et ce que vous allez trouver sur Internet avec les serveurs de, par exemple, si on prend l'exemple de Google, vous allez avoir un serveur DNS pour des régions spécifiques qui vont aider le serveur principal à bien regrouper les utilisateurs. Vous allez avoir par exemple les .fr, le .dz, le .it, le .ca pour le Canada et autres zones géographiques pour dire que vous avez des serveurs DNS qui sont répartis sur des zones géographiques pour aussi pallier la charge des serveurs primaires, pour ne pas charger les serveurs primaires qui sont libérés vers ces zones géographiques. Alors, c'est faux parce que on a une autre fonctionnalité, qui est la fonctionnalité de diminuer la charge sur le serveur principal. B, il est possible de prévoir plusieurs serveurs DNS pour une même zone. Est-ce vrai ou faux? À votre avis, est-ce vrai ou faux? Oui, c'est complètement vrai parce que on peut avoir plusieurs serveurs DNS pour une même zone et chaque serveur va nous faire une tâche bien précise. Si j'ai par exemple 100 000 utilisateurs, je peux les répartir sur deux serveurs en disant que je vais prendre 50 000 sur un serveur DNS et 50 autres sur un autre serveur dans la même zone géographique. On n'est pas censé avoir uniquement un seul serveur DNS par zone géographique, mais on peut avoir plusieurs serveurs DNS qui va rendre cette assertion vraie. Alors, passons maintenant aux deux messages qui sont proposés. Alors, on aura ces deux messages proposés. Et puis, on va essayer de les décortiquer et de compléter et de répondre aux questions qui sont alors, on a déjà un premier message et d'un autre côté, un autre message. Déjà, ce message, on va essayer de le décortiquer ligne par ligne. Alors, ce message, c'est un message de type réponse, déjà. Ça, c'est le ID de la transaction. Et après, on va voir des flags. Les flags, on a déjà évoqué cette notion. Les flags sont les drapeaux. Et ces drapeaux vont prendre la valeur 1 ou 0 pour dire que je vais avoir soit affirmation, soit non-affirmation. Alors, nos flags, c'est 1, c'est une réponse. Si c'était 0, je suis sur une requête. Ça, c'est la première ligne. Alors, 0, c'est le OP code, c'est le standard query. Alors, je suis sur le 0. 0 pour authoritative, ce serveur, en anglais, c'est server is not an authority for domain, c'est-à-dire que ce serveur n'est pas autoritaire sur notre domaine. Cela veut dire que je suis en présence d'un serveur secondaire. Un autre 0, c'est pour dire que truncated, message is not truncated. Truncated, c'est-à-dire qu'il est tronqué. Le message tronqué, c'est-à-dire qu'il est divisé en petits morceaux, où on a enlevé un morceau. Alors, 1, c'est un message récursif. Si c'était 0, c'est non récursif. Alors, bien sûr, il est à 1, recursion available. Server can do recursively queries, c'est-à-dire qu'on peut envoyer plusieurs messages d'une façon récursive, l'un après l'autre. Alors, 0 ici, c'est answer authenticated, answer authority portion was not authenticated by the server.
C'est-à-dire que la réponse n'a pas été authentifiée par le serveur. Et on n'aura pas de code. Le code, il est à 0 ici, pour dire que je vais avoir no error. Il n'y a pas d'erreur. Alors, ça concerne les... ça concerne déjà les flags. Et on aura à répondre à ces champs, les remplir ces champs. Et on va y revenir. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a? On va avoir après des adresses Internet avec des adresses IP. Et c'est le protocole DNS qui va associer des adresses IP avec des serveurs, des adresses IP ou des noms avec des adresses IP. Alors, vous avez ici l'attribution des adresses et ce site qui est www.ebm.com qui va réserver des classes d'adresses qui sont des classes de type A, 16, 17, 18 et 19, et qui va réserver aussi des emplacements, c'est-à-dire ça, c'est l'emplacement géographique. On peut avoir le serveur qui est réparti sur Boston, sur Watson, sur Zurich. Ce sont des emplacements ce sont des emplacements ou des villes qui sont destinés à recueillir ces serveurs. D'autre part, on a la réponse, query, la réponse, et aussi vous avez les mêmes flags qu'on l'a déjà évoqué lorsque on a vu la réponse. Vous avez ici la réponse ou les champs à définir dans la réponse. Ici, on a 1, 0, 0, 0. Et on a la query, c'est-à-dire la requête. On est en train de chercher les adresses de type A de www.ebm.com. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de solliciter quelles sont les adresses réservées à ce site de ebm.com. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va compléter les champs. Alors, compléter les 4 champs manquants dans le premier message. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Question. Ici, elle est à 1. Certainement, là, elle va être à 0 parce que c'est une réponse. On n'aura pas de question. Alors, ici, vous avez un seul qui est à 0. Là, je suis à 0. Alors, un seul ici va passer à 1 parce que là, je vais avoir une réponse ici et ça, c'est une requête. Certainement, ces deux vont être inversés ici. Alors, authority RSS, est-ce que ici c'est 0 parce qu'on a authority dans les flags qui est égal à 0. Si vous allez revoir les requêtes, les flags, vous allez avoir authority qui est égal à 0, non authoritative ou non authenticated. Mais par contre, ici, on va aussi avoir authoritative server is not an authority for domain, c'est-à-dire authority va passer à 0 ici. Additional RSS, il est aussi à 0 parce qu'on n'aura pas un autre serveur, on a un seul serveur qui va nous répondre. Alors, la réponse à cette question, c'est 0, 1, 0 et 0. Alors, s'agit-il d'une requête standard ou inverse? Alors, la requête, est-ce qu'elle est standard ou inverse? On va voir ici. Alors, réponse, OP code standard query. Alors, on est en présence d'une requête standard. Si c'était 1, on aura une requête inverse.
Alors, le message réponse provient-il d'un serveur DNS primaire? Expliqué. Alors là, on n'est pas sur un serveur DNS primaire, mais un serveur DNS secondaire. Alors, je vais revenir aux questions. Je vais terminer, je vais revenir aux questions. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, bon, je suis sur le troisième. Le message réponse provient-il d'un serveur DNS primaire? Non, ce n'est pas un serveur DNS primaire, mais c'est un serveur DNS secondaire parce que ici, vous avez là, vous allez avoir authoritative qui est égal à 0 et vous avez server is not an authority for domain. Ce n'est pas celui qui commande le domaine, ce n'est pas le serveur principal, mais c'est un serveur secondaire. Alors, s'agit-il d'une requête récursive ou itérative? Une requête, elle est récursive parce qu'on a ici le flags 1, recursive desire, d'où query recursively, c'est-à-dire qu'on est sur une requête récursive avec un 1. Alors, identifier la requête, la réponse, le site et les adresses IP associées. Alors, la requête, c'est bel et bien ce message-là, parce qu'on a le mot query. La réponse, c'est ce message. Le site, c'est www.ebm.com. Et les adresses IP associées, ce sont ces 4 adresses qui sont associées. C'est le 129.42.16.99, 17, 18 et 17, 18 et 19. Ce sont les adresses IP. Alors, on va finir cette réunion. Je vais faire une deuxième pour vos questions et pour répondre à vos questions.